Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre ami Baptiste The Lonesome Cowboy et notre ami Augustin de Notre-Dame pour un épisode spécial Coaching Carousel. En gros, les coachs virés, les coachs embauchés, les mouvements d'intersaison. On peut déjà dire, on sait qu'il est tôt, hein, on est tout début mars, on peut déjà dire qu'il y a eu quasiment tous les mouvements d'intersaison, sauf on l'a appris la nuit dernière, donc nous sommes actuellement le 6 mars. Les Miles, le coach de Kansas, mais ancien coach entre guillemets légendaire de LSU pendant plus de 11 saisons, a été suspendu temporairement sur une enquête portant sur des faits de harcèlement et misconduct, comment le dire, sur des faits de mauvais comportement, en tout cas avec des femmes pendant sa période à LSU. Apparemment, si vous étiez blonde et plutôt jolie, il aimait bien vous engager dans l'équipe pour travailler pour l'équipe. Voilà, on n'en dira pas plus, mais en tout cas, du côté de Kansas, ça sent le roussi, sachant que déjà, il était en très mauvaise posture avec des résultats très très décevants. Lui qui avait remporté du côté de la Louisiane un titre national en 2007 et 2 titres de SEC en 2007 et 2011. On va tout de suite démarrer, messieurs, par la première équipe qui a eu droit du changement pendant cette intersaison. Eh bien, c'est Boise State. Boise State dans l'Idaho, qu'on connaît très bien. Boise State, une des meilleures équipes du Group of Five, avec un nouveau coach qui arrive d'Oregon, qui était le défensif coordinateur d'Oregon. On fait des bisous à notre ami Robin. Andy Avalos, qui arrive donc à Boise State, qui retrouve Boise State car il a été linebacker là-bas de 2001 à 2004. Et c'est en retour Brian Arsins, l'ancien head coach désormais, qui passe du côté d'Auburn. On en parlera tout à l'heure. Boise State, les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée d'Avalos? Est-ce que c'est un upgrade ou en tout cas c'est sur la continuité d'Arsins? Alors pour moi, c'est clairement un... Enfin non, Brian Arsene est un super coach, donc je parlerai plus de continuité parce que c'était un super défensif coordinateur du côté d'Oregon. Déjà, c'était un très bon recruteur. Il a recruté des super joueurs. Je pense notamment au defensive end star dont j'ai oublié le nom des Ducks. Thibodeau, Kevin Thibodeau, plus tous les DB. Donc franchement, c'est un super coach pour la défense. Et ça va se ressentir sur les classes de recrutement de Boise State. Bon, on reste toujours à savoir si les joueurs vont accepter de partir en Mountain West. Mais pour moi, c'est clairement un super move de la part des Broncos. Ouais, je crois que notre ami de Boise State France était très content du move. Et en fait, avant d'être coordinateur défensif à Oregon, il était coordinateur défensif à Boise State. Et avant ça, il était même linebacker à Boise State. Donc on peut dire qu'il rentre à la maison. Je crois que c'est un très bon choix. Ça fait pas de vague. Il a fait de l'excellent travail du côté d'Oregon, qui était passé, je crois, de 49e défense en 2018 à top 10 en 2019. Donc bon, on va mettre de côté 2020 parce que c'est une année un petit peu particulière, mais sur le papier, c'est vraiment un recrutement super. Il revient à la maison, super bon recruteur, enfin voilà, c'est presque parfait quoi. Et puis j'ai oublié de le dire au début, mais de 2012 à 2018, il était aussi coach de la D-line et coach linebacker, puis defensive coordinator à Boise State. Enfin, c'est vraiment un retour à la maison qui a l'air en tout cas d'être une suite logique. On peut donner une note sur 20 à ce move pour Boise State. Toi, Augustin, qu'est-ce que tu donnerais comme note? Je mettrais un bon 16 sur 20. Et pour toi, Baptiste? Je vais dire pareil, je vais même monter jusqu'à 17. Allez, moi je vais noter large aujourd'hui. Bah moi aussi, je mets 17. Allez, je pense qu'on n'a pas trop à justifier, on a tout dit, vraiment retour à la maison, très bon coach du côté d'Oregon. Il y a pas grand chose à redire en fait, tout simplement. Je bégaye un petit peu, mais parce que voilà, c'est le move qu'il fallait faire. Boise State qui peuvent rester une très bonne équipe, ils ont toujours Jack Sears, je crois, l'année prochaine en tant que quarterback en plus. Donc ça devrait aller du côté de l'Idaho et on passe tout de suite à Auburn. En effet, donc Brian Arsene, l'ex-coach de Boise State, passe du côté de Auburn.
Auburn qui ont viré Gus Malzahn, un petit peu surprenant, pas si surprenant que ça, mais tout de même. Gus Malzahn qui est parti du côté de UCF, on en parlera aussi tout à l'heure. C'est une page quand même assez importante qui se tourne à Auburn, hein. C'était le coach depuis 2013, il était offensive coordinateur en 2010 lorsqu'ils ont remporté le titre Auburn, le titre national, et il a eu un bilan de 68-35 avec quelques victoires, hein, assez historiques, un BCS, l'Iron Bowl face à Alabama en 2014. Pour vous, est-ce que ça vous a un petit peu choqué ce départ de Malzahn? On pensait que c'était le genre de coach qui pouvait vraiment rester des années et des années à Auburn. Alors en fait, c'était aussi le coach qui était tout le temps sur le hot site en début de saison. Si on faisait un classement des mecs qui étaient sur le site, toujours il y avait Gus Malzahn. Donc au bout d'un moment, je dois avouer que je pensais pas que sur une année de pandémie où a priori les facs avaient moins de moyens qu'habituellement pour virer les coachs. En fait, on s'est rendu compte que en fait ils avaient quand même le moyen de le faire. Donc voilà, donc je pense que en fait c'est surtout que dans une SEC West où pas mal d'équipes sont ont l'air en tout cas de gagner du standing. Je pense notamment à Texas A&M qui fait figure un peu d'épouvantail derrière Bama maintenant. Je pense que la trajectoire du programme d'Auburn n'était pas dans le bon sens et c'est pour ça que, à mon avis, en tout cas les boosters d'Auburn ont décidé de faire un chèque pour virer Gus Malzahn. Donc le choix de virer peut se comprendre. Après, le choix de recruter Bryce Hersin, voilà, je suis un peu plus dubitatif, mais en tout cas, le choix de virer, je peux le comprendre. Et justement, pourquoi tu es dubitatif sur cette embauche, Bat? Tout simplement parce que je pense qu'au niveau culturel, on parle souvent je pense que c'est important de se rendre compte là c'est presque un peu de la géopolitique ou quelque chose comme ça, mais les États-Unis c'est quand même un pays qui est hyper différent, c'est des États-Unis avec des États très différents. Quand on est né, je sais pas moi, dans le Dakota du Nord, on est complètement différent d'un Californien, et ça je pense que c'est des choses qui sont ancrées en nous. Et dans le cas de passer de Boise State à Auburn, je pense qu'on est sur un choc un peu des cultures. Alors peut-être pas autant que sur ça pourrait être différent d'un autre exemple, mais je veux dire il vient d'un Mountain West où il va écraser tout sur son passage, un truc très rural, à quelque chose, le sud des États-Unis, qui vit football, qui respire football. Voilà, la pression sera pas la même, les attendus seront pas les mêmes qu'à Boise State aussi. Enfin, donc voilà. Donc moi je dis pas que c'est un mauvais recrutement. Je m'interroge simplement sur est-ce que c'est vraiment le bon choix dans un contexte pas facile. C'est probablement la division la plus compliquée du college football. L'Alabama, en termes de recrutement, c'est complexe, c'est-à-dire que vous êtes dans le sud des États-Unis, donc vous devez vous battre contre tous les autres programmes de la SEC et même de la Big 12 et de la Big 10. Et Clemson, bien sûr. Donc voilà, c'est très compliqué. Je comprends le choix, mais je suis beaucoup moins dithyrambique que ça. Et puis voilà, il sera jugé dans les Iron Bowl, il sera jugé dans les rivalités contre Georgia. Enfin voilà, pour moi, c'est un boulot qui est hyper compliqué, Auburn, parce que il y a pas ce côté clinquant d'Alabama, entre guillemets, en tout cas recrutement, etc., etc. Et même en termes de terreau de recrutement, l'Alabama, c'est pas forcément c'est moins productif que la Louisiane, par exemple, ou que le Texas, ou etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu dubitatif. À voir, quoi. Je vais te rejoindre là-dessus. C'est vrai que Auburn sont quand même habitués à très bien recruter. Il va falloir garder cette culture, et ça, c'est une pression en plus, bien entendu, pour Harsin. Après, je pense aussi, Elio, que tu parles de recrutement, mais il a prouvé durant sa carrière à Boise State, Harsin, il me semble qu'il est le coach depuis une dizaine d'années, qu'il a su développer des quarterbacks qui n'étaient pas forcément voués à avoir une grosse carrière en college football, ni même en NFL, mais il a réussi. Je pense notamment à Brett Rypien ou à Hank Bachmeier, donc je pense pas qu'il a une carrière NFL. Je Bachmeier, mais il est toujours du côté de Boise State d'ailleurs, je l'ai zappé tout à l'heure. C'est des bons quarterbacks de college football, et je pense qu'il pourra peut-être amener un côté plus offensif que Gus Malzahn à Auburn. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que le recrutement pour un programme tel que Boise State est quand même différent du recrutement pour un programme tel que Auburn. Comme l'a dit Baptiste, dans une zone géographique qui est remplie d'autres grosses équipes
C'est un contexte qu'il va falloir savoir gérer en plus du contexte de coach. Après, ça reste, comme tu l'as dit Augustin, un très bon coach qui sait développer les joueurs. Mais voilà, il y aura une certaine pression. Il va jouer dans un stade de 87 000 spectateurs. C'est plus grand que le Stade de France. La dimension va être différente et c'est un pari, c'est un beau pari. Et je vais vous demander vos notes justement quant à ce pari. Moi personnellement, les amis, je mets un petit 14, un 14 parce que il y a des points d'interrogation, mais c'est aussi pourquoi pas. C'est une bonne idée. Je trouve que Arsene reste une bonne idée, mais il y a des points d'interrogation comme on les a soulevés. Pour toi, Baptiste, tu mettrais combien? Moi, je vais mettre 12 et aussi je m'interroge. En fait, j'ai l'impression que Boise State n'a pas progressé sous son aile. C'est pour ça que enfin, on fera le parallèle peut-être avec d'autres coachs de groupes de coachs de programme du Power 5, du Group of 5, pardon, qui ont fait progresser dans le terme de bilan. Boise State, j'ai l'impression qu'ils sont restés à ce bilan de 12 victoires, de défaites. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que je mets aussi simplement 12 à la sortie. Moi aussi, je mettrais un 13 entre vous deux parce que je trouve que c'est un coach très clivant et c'est un peu un boomer bust. Oui, voilà, ouais. Ouais, c'est ça, c'est du boomer bust. Pour l'instant, on se rejoint dans les notes, les gars. On se rejoint assez depuis ces deux premières équipes. On passe à la troisième avec UCF, justement. UCF qui est le nouvel head coach, Gus Malzahn. Et l'ancien head coach Josh Heupel. On vous dira où est parti Heupel juste après Malzahn. Du coup, vous en pensez quoi de ce recrutement pour UCF? Est-ce que finalement, avoir quelqu'un d'expérimenté comme lui dans une fac légèrement plus petite, mais qui est très bonne dans ses résultats habituellement, ça peut être que bénéfique pour le programme de Floride. Alors ouais, c'est une fac plus petite en football, mais c'est une des plus grosses facs du pays en termes d'étudiants, donc voilà pour la parenthèse. Moi, je vais dire que c'est presque inespéré d'avoir eu Gus Malzahn, non, parce que personne ne s'attendait à ce que Josh Heupel, du coup, je spoil, parte à Tennessee. Et il se retrouve avec Gus Malzahn. Donc pour moi, clairement, c'est un upgrade. Genre, Josh Heupel est un très bon coach, attention, je dis pas le contraire. Mais tu récupères Gus Malzahn, qui est quand même un des coachs principaux de la dernière décennie, qui a fait des grandes choses avec Auburn, hein, quoi qu'on en dise. C'est clairement un good move. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Gus. Je pense que c'est presque inespéré que UCF réussisse à récupérer Gus Malzahn. Là, pareil, hein, on parle de recrutement. Je pense qu'il va être déjà qu'il recrutait très bien Auburn dans des conditions qui étaient pas forcément toujours très simples à cause de la concurrence des autres programmes de la SEC. Là, UCF, pareil, hein, la Floride, on sait que c'est un terrain fertile, hein, de recrutement, et en plus, sachant que un des gros recruteurs du coin, la personne de Florida State, recrute moins bien qu'avant. Il y a pas mal de recrues qui pourront tomber dans son escarcelle. Et puis voilà, attention à UCF, hein, dans la perspective de monter dans un programme dans une conférence du Power 5. Je pense que ce recrutement-là de Gus Malzahn, il y a des idées dans la tête de la part de l'athletic director, hein, qui s'appelle Terry Mojair, qui était d'ailleurs l'athletic director d'Arkansas State quand Gus Malzahn était head coach des Red Wolves. Donc voilà, le monde est petit. Moi, je pense que ce recrutement-là, il veut dire il toque à la porte des différents commissionneurs des Power 5 en disant on existe et on aimerait bien avoir notre part du butin dans des grosses conférences. Donc pour moi, c'est un vrai bon recrutement, mais qui va même au-delà du recrutement de coach. C'est le message envoyé. D'autant plus qu'encore une fois, Malzahn, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'est plutôt bien recruté, donc qui peut apporter de nouveaux éléments du côté de UCF. Il arrive avec un très bon quarterback qui est Dylan Gabriel. On sait que UCF est une équipe connue pour être assez offensive et c'est le style de jeu de Malzahn. Oui, il n'arrive pas sur un champ de ruines et je pense que c'est bénéfique aux deux, à l'équipe comme à lui-même. Donc, pour parler notes, moi sur un Malzahn à UCF, ça dépend de quel point de vue tu te mets. Si je te mets du point de vue de Malzahn ou si tu te mets du point de vue de UCF, mais bon, j'irais quand même sur un bon 17, 18, hein, 18. Un 18. 18 pour moi aussi. Je vais mettre 17 aussi parce que voilà, j'ai pas envie de noter pareil que vous. Ça marche.
Le podcast vit bien comme d'habitude. Et du coup, Josh Heupel, l'ex-coach de UCF, qui lui est parti du côté de Tennessee. Tennessee, les sujets épineux arrivent. Ça y est. Alors, Josh Heupel, qui était du côté de UCF pendant 3 saisons, hein, qui a eu que des bilans positifs. Tout à fait remarquable. D'ailleurs, sa première saison en 2018, il fait du 12-1 en termes de ratio victoire-défaite. Il était aussi quarterback à l'époque du côté d'Oklahoma, Josh Heupel. Et voilà, il a un bilan de 28. Sombre année. Il a un bilan de 28 victoires pour 8 défaites à la tête de UCF. En départ, c'est Jeremy Pruitt. Jeremy Pruitt, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est réellement passé du côté de Tennessee? Parce que ça a été un micmac Tennessee ces derniers mois. Compliqué. Alors, Tennessee. Je pense que les problèmes datent des milieux des années 90, pour être tout à fait honnête. Alors, Tennessee est un des plus grands programmes du milieu des années 90 de manière globale, notamment grâce à la présence d'un certain Peyton Manning en tant que quarterback. Et en fait, les fans de Tennessee, comme un paquet de fans de sport de manière globale, vivent dans le passé et pensent que le programme de Tennessee, la place du programme de Tennessee, c'est numéro 1 national. Donc, ce programme de Tennessee a des fans qui demandent énormément à être coach. Et en fait, je pense que c'est un environnement qui n'est pas du tout sain et dans lequel il est hyper compliqué de réussir. Et je pense que Jeremy Pruitt est arrivé dans ce contexte-là de rêve de gloire d'antan. Donc avec forcément des demandes qui sont en termes de résultats qui sont presque trop importantes par rapport à la réalité du terrain. Donc vous rajoutez donc déjà vous arrivez avec des résultats sur le terrain qui sont pas très bons, un recrutement qui est bon mais sans développer correctement les joueurs. On rajoute à ça un scandale au niveau du recrutement, c'est-à-dire que, pour faire simple, à mon avis, il y a des billets qui sont passés d'une main à une autre et l'autre main en question, c'est souvent la famille, voire la recrue. Donc voilà, donc qu'on soit très clair, hein, moi je crois pas que le recrutement c'est quelque chose de clean en NCA, mais tout le monde le fait de façon plus ou moins grossière. Là, ça a été fait de manière très grossière de la part de Tennessee. Donc voilà, l'ensemble des choses, résultat moyen plus scandale de recrutement. Voilà, je pense que ça a été trop pour les boosters de Tennessee et pour l'université de manière globale. Donc Jeremy Pruitt a pris la porte. Honnêtement, je pense que c'est que ça allait, même si il n'y avait pas ce scandale de recrutement, je pense que à terme, je pense pas que Jeremy Pruitt était le bon coach pour les Volunteers. Donc voilà, donc en soi, c'est presque classique et normal qu'on voie le renvoi du head coach, mais c'est arrivé quand même très rapidement. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Mais pareil, hein, malheureusement avec Florida qui monte en pression, qui monte en puissance, et Georgia qui reste Georgia, plus Kentucky qui fait de l'excellent travail, Missouri qui monte aussi en puissance. Voilà, Tennessee commençait à rentrer très fortement dans le rang de la SEC East, qui était hyper ouverte il y a quelques années et qui l'est beaucoup moins maintenant. Donc je pense que pareil, hein, les têtes pensantes de la fac ont dit, je pense qu'il est temps de passer à autre chose, donc on peut les comprendre. Compliqué pour Tennessee, hein, avec un bilan positif il y a 2 ans, 8 victoires, 5 défaites, et l'année dernière ça a été l'hécatombe, 3 victoires, 7 défaites, leur quarterback Guarantano qui était vraiment horrible alors qu'on attendait pas mal de lui. C'est ouais, comme tu l'as dit, même sans les histoires de recrutement, ça sentait le roussi pour Pruitt, et je pense que d'ailleurs ça a été aussi la bonne occasion pour le board de Tennessee de le virer. Tout à fait. Parce qu'ils pouvaient pas le garder, je pense. L'histoire du McDo, il y avait trop de circonstances, de bonnes excuses. Enfin, c'est même pas des excuses, c'était quelque chose de logique pour le virer. Et maintenant, il a rejoint les Giants en NFL pour être assistant défensif, pardon. Faut que je dise pas en anglais. Parce que je rappelle qu'il était le coach des linebackers à Alabama et il avait fait du très bon boulot du côté de Tuscaloosa. Et du coup, l'embauche de Josh Heupel, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que, justement, ça peut bien fit chez Tennessee? Tennessee qui ont perdu quand même pas mal de recrues suite à ces scandales, mais qui en ont gardé quelques-unes d'intéressantes, et qui ne sont pas non plus c'est pas un champ de ruines, mais c'est loin d'être la joie. Est-ce que Heupel peut se démerder, si je peux utiliser ce mot-là, à votre avis? Ça sera toujours mieux que l'ancien coach. Faut partir de ce principe-là. Je pense qu'il a
toutes les clés en main pour réussir. J'entends ça dans le sens où Tennessee a fait un peu table rase et ça sera plus facile pour lui de mettre en place une meilleure attaque, par exemple, que celle de Pott. Mais non, moi, si je devais mettre une note, Elio, tu vois, je mettrais un 13 parce que Josh Heupel a fait du bon boulot à UCF et je pense que ça peut que s'améliorer du côté des Vols. Pour toi, Baptiste? Pour moi, c'est la pire embauche de cette saison pour un programme du Power 5. Simplement. Ouais, je suis hyper. Ça mérite d'être clair. Oui, je suis d'accord avec toi, mais qui aurait rejoint Tennessee? Alors, c'est ça le souci. C'est que je pense que tu as posé la bonne question. Qui rejoint Tennessee? Parce que, à mon avis, on ne me fera pas croire que Josh Heupel était le premier coup de fil que le directeur athlétique, dont j'ai perdu le nom, Danny White, c'est ça, a passé pour remplacer Jeremy Pruitt. Je ne veux pas le croire. Pour une raison toute ça. Alors, pourquoi pour moi c'est un mauvais recrutement? Je ne remets pas en cause ce qu'il a fait à UCF, mais la même façon que je parlais d'espèce de plateau qu'avait atteint Bryce Harsin à Boise State, les bilans de Josh Heupel à la tête des Golden Knights sont moins bons d'une année sur l'autre. Voilà. Donc déjà, pour moi, c'est un signe qui n'est pas positif. Donc il avait pris la suite de Scott Frost et de ses années parfaites à UCF, et donc depuis, on sent, mine de rien, une équipe qui sur le papier marque toujours autant, mais qui prend de plus en plus de points et qui perd de plus en plus de matchs. Et pour moi, c'était un mauvais choix pour ça. Après, ils n'avaient pas, comme je l'ai dit, des masses de choix. À mon avis, ils ont dû appeler Matt Campbell de Ohio State, ils ont dû prendre avant. Ils ont dû appeler Luke Fickell de Cincinnati, ils ont pris avant. Enfin, voilà. Je pense que c'est le bordel pour pas aller poliment à Tennessee et qu'ils ont fait avec... l'époque, excuse-moi de t'interrompre, mais ça rappelle, tu sais, l'époque du PSG quand ils ont embauché Laurent Blanc. Les mecs, ils ont fait 10 coachs avant, mais ils se sont retrouvés avec Blanc du coup. Ah, mais je pense que ça vient de ce que je disais en préambule sur cette embauche-là, c'est que Tennessee, c'est un environnement qui est hyper compliqué. Pour écouter quelques podcasts ailleurs, il y a carrément il y a certains analystes qui disent que c'est peut-être le boulot le plus compliqué avec le plus de pression de tout le college football. Donc ça voilà. Donc je pense que c'est un nid de vipère presque et on n'a pas forcément envie de mettre les mains dedans. Donc voilà. Donc moi je vais être beaucoup plus critique et je vais mettre un 6. Pas loin du hors sujet quoi. Oula. Mais là il a à peine réussi à écrire son nom sur sa copie là. Non, c'est bien. Pour ma part, je vais mettre un 10 parce que c'est 50-50. Heupel, c'est pas le pire des coachs. Au contraire, on a dit qu'il y avait un potentiel, mais quand t'as un potentiel avec peu de choses, il va y avoir des restrictions de recrutement pour Tennessee. Il se retrouve quand même sur une des pires divisions du college football. Ça risque d'être très compliqué. On souhaite bien du courage de notre ami Tennessee France sur Twitter, à qui on fait des gros bisous, et on sait, lui-même sait que les années suivantes vont être un peu la galère, surtout quand tu passes d'une classe de recrutement qui est intersidérale il y a un an à maintenant un champ de ruines. Voilà. On tourne la page Tennessee et on passe du côté de la Virginie occidentale et de Marshall. Marshall qui sortent d'une saison pas si mal, on pensait qu'elle allait être même meilleure vu leur départ canon. Finalement, ils ont viré Doc Holliday, leur head coach, pour récupérer Charles Huff, qui était le coach running back d'Alabama. On connaît tous les running backs récents d'Alabama, dont un certain Najee Harris, que l'on retrouvera dans 2 mois à la draft. Vous, les amis, que pensez-vous de ce move à Marshall? Est-ce que c'est quand même assez surprenant le départ de Doc Holliday? Alors, moi, je vais parler, avant de parler de Doc Holliday, de Charles Huff. Il était le coach des running back à Penn State et c'est lui qui a formé Saquon Barkley. Donc Saquon Barkley, c'était pas du tout une star du recrutement avant d'arriver à Penn State. Il devait même partir à Rutgers et il en a fait un des meilleurs running backs de tous les temps en college football. À Alabama, il a aussi fait un boulot de malade avec Najee Harris. Donc je pense que ça va être super. Je pense que ça va être un super argument pour certaines recrues. Ce qui est sûr, c'est que Marshall va appuyer sur son jeu à la course ces prochaines années et il peut vraiment amener une nouvelle culture à Marshall du point de vue, on va dire, de son style de jeu offensif. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que le fait
d'avoir pris ce mec qui est juste un coach des running backs, et ça fait 10 ans que c'est comme ça. Est-ce que c'est bien d'un point de vue global pour l'équipe? Est-ce qu'il va réussir à amener Marshall un peu plus haut? Et ça, je me pose la question. C'est vrai que il était aussi associated coach à Alabama, mais c'est vrai que la question se pose quand on recrute quelqu'un qui n'a jamais été coordinateur, hein, ça c'est clair. Moi, je suis très surpris du fait que Doc Holliday a été pas viré. Hein, son contrat se finissait en 2020. Ils ont décidé de pas le renouveler, ce qui peut à la rigueur s'entendre quand les résultats sont pas terribles. Voilà, enfin Marshall vient de faire une saison à 7-3 dans un contexte assez compliqué. Ils sortent 8-5, 9-4, 8-5 les années précédentes. Enfin voilà, je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Après, le choix de recrutement de Charles Huff, par contre, lui, il est beaucoup moins bizarre. C'est-à-dire que voilà, c'est un jeune coach noir, et on sait l'importance parfois de ce genre de choses pour les recrues. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de Marshall. Et à ce compte-là, enfin, je comptais qu'on parle de Marshall dans ce podcast-là pour un peu regretter le fait que il y a simplement 2 head coachs issus de minorités qui ont été recrutés lors de ce coaching carousel pour 3 départs. Tout à fait. Voilà, donc une année très marquée par le mouvement BLM. Je trouve ça un petit peu triste qu'il n'y en ait pas eu plus que ça. Donc je souhaite en tout cas à ce bon Charles Huff de réussir à Marshall, et je pense qu'il a tout à fait les compétences pour. En plus, il avait très bonne presse, hein, à Alabama. Enfin, les joueurs étaient dithyrambiques à son sujet. Donc je pense que ça va être quand même une très bonne recrue pour le Thundering Herd. Vous noterez la note de combien du coup? Ouais. Je vais dire 15. Je vais dire 15. Parce que pareil, hein, il a jamais été coordinateur offensif, si je dis pas de bêtises, donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Je vais pas à me répéter, je suis exactement ton raisonnement. C'est un super mec, je pense qu'il peut vraiment amener une nouvelle culture à Marshall. Super humain, super coach running back, mais maintenant il faut voir comment ça va se transposer en tant que head coach. Donc je mets un 15 aussi. Ouais, ça sera 15 pour moi aussi, dans le sens où déjà Doc Holliday, qui était là depuis 11 années, n'a pas été viré comme un malpropre, hein, c'était une fin de contrat, donc c'est toujours un petit peu plus, ça passe toujours un petit peu mieux qu'un simple licenciement. Et Charles Huff, bah voilà, tu as tout résumé, Baptiste, je vais pas en rajouter. Ça a l'air sexy sur le papier pour un programme de cette taille. Et à voir comment peuvent se développer Marshall dans les prochaines saisons. On passe du côté du sud-ouest des États-Unis et dans l'Arizona, à l'université d'Arizona, avec un nouvel head coach cette année. C'est Jedd Fisch qui nous arrive en tant que coach quarterback des New England Patriots, mais qui a aussi une expérience assez solide, hein, parce qu'il a été offensive coordinator assistant du côté des Rams pendant 2 années. Il a bossé du côté de UCLA. Voilà, et puis ça a toujours été un coach qui a été offensive assistant ou quarterback coach un peu partout où il est passé, hein. Il a fait les Seahawks, les Jaguars, Michigan. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et au départ, coach licencié, c'est Kevin Sumlin. Voilà. Puisqu'on parle de coach issu de minorité viré, voilà, Kevin Sumlin. Ouais, exactement. Sumlin, donc, après un bilan désastreux du côté d'Arizona, j'avais fait leur preview cette année, je m'en rappelle, j'avais annoncé une très mauvaise saison. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé pour les Wildcats, hein. Ils ont eu un bilan de 0 victoire pour 5 défaites avec le peu de matchs qu'ils ont eu cette année en raison du Covid. L'année précédente, c'était 4 victoires, 8 défaites, et la première saison de Sumlin, 5 victoires, 7 défaites. Donc ça allait de pire en pire, en fait, pour l'ancien head coach de Texas A&M. La suite logique était le licenciement. Voilà ce qui est arrivé. Est-ce que vous pensez que Jedd Fisch, ça peut un peu changer les choses du côté d'Arizona? Moi, personnellement, je vais démarrer, excusez-moi. Personnellement, j'en sais rien. Mon coach QB cette année chez les Patriots, il a eu Jared Stidham et Cam Newton. Bon, on n'a pas vu forcément quelque chose d'exceptionnel. Du côté des Rams, on n'a pas vu un Jared Goff qui a progressé. Est-ce que c'est quelqu'un qui maintenant, par son expérience et sa manière d'être, peut attirer des recrues du côté d'Arizona? J'en suis pas certain, et j'ai plus l'impression qu'on revient un peu à la même chose, qu'il était 10e sur la liste des coachs pour le board d'Arizona, et puis finalement ils ont obtenu que le 10e coach, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
C'est vrai que cette embauche-là, elle fait terne hein, dans un état Ouais. aussi flamboyant que l'Arizona. C'est vrai que bon, bah, je sais pas. J'ai pas. Je suis loin d'être un expert en NFL, donc je me garderai de faire des commentaires sur ces passages dans les franchises. Donc je sais pas. Honnêtement, ce recrutement-là, j'ai du mal à l'analyser. Pour être tout à fait honnête, j'ai du mal à donner mon avis dessus parce qu'on n'a pas assez de matos, je pense, pour juger ce mec-là. Alors il était passif coordinateur lors des premières années de Jim Harbaugh à Michigan, voilà, voire je sais pas, c'est pas les pires années, voire même il a lancé peut-être un mouvement, donc honnêtement, je sais pas quoi dire. Malheureusement, ça fait pas rêver. Et quand on sait que le rival Arizona State est quand même sur la pente ascendante avec voilà des recrues de plus en plus performantes, enfin je trouve ce recrutement bof quoi. C'est un peu voilà tiède. J'ai pas d'autre terme, tiède. D'autant plus que ils ont perdu, enfin il est parti sur le portail des transferts, leur Ouais, Grant quarterback. Gunnell, ouais. Ouais, Grant Gunnell, exactement. Qui était un petit peu la seule lueur d'espoir et qui était un recrutement pas si mauvais au poste QB pour Arizona. Pour la petite anecdote de Jetfish, il a quand même été coach intérimaire à UCLA après le licenciement de Jim Mora et il a participé à un C'est vrai, bowl, c'est le vrai. Cactus Bowl face à Kansas State, qu'il a perdu 35-17. Voilà. Augustin, est-ce que tu as une note à nous mettre? J'en ai aucune idée. Pour Allez, pas vous une petite mentir, au alors allez, hasard. je pense Fais comme les profs de philo, tu sais, quand ils notent un peu. qu'on a pas assez de matos, donc moi je mets un 10. Genre, on peut pas mal le juger ou bien le juger, 10. Baptiste. Moi, rien que le fait que ce truc, enfin ce truc, cette embauche voilà, le laisse de marbre à peu près tout le monde, je vais mettre un 8. Je vais mettre un 8. Après, voilà, il est dans un. Je pense qu'il peut pas faire pire que Kevin Sumlin, et c'est peut-être là où il va réussir. C'est Kevin Sumlin a fait du très mauvais travail à Arizona, qui était pas si mal que ça quand il est arrivé, mais là c'est le c'est le fin fond de la Pac-12 maintenant, donc il arrive dans un environnement sans pression. Donc je vais lui mettre 8. Sincèrement, je sais pas, ouais, j'y mets allez, un 7. Un 7. Ils prennent quelqu'un qui a de l'expérience, qui a pas une expérience de head coach, hein, cela dit, il faut aussi Tout à fait. le faire remarquer. Voilà, je pense qu'Arizona vont rester Arizona pour les prochaines saisons et c'est bien triste, comme tu le dis, surtout dans un état qui sort quand même quelques joueurs assez intéressants chaque année. Et voilà, et quand t'es en concurrence avec le voisin Arizona State, c'est toujours bien qu'il y ait une belle rivalité. Là, ça va pas, à mon avis, ça va pas être le cas. 7 sur 20, mauvais bilan pour Arizona. Donc, on passe du côté de Vanderbilt. Vanderbilt qui sort d'une superbe saison en sec à 0 victoire pour 9 défaites. C'est un peu la catastrophe. Hein. Et la saison précédente, 3 victoires, 9 défaites. Donc, Vanderbilt ont pris la décision de virer leur head coach Derek Mason, qui est parti d'ailleurs en tant que defensive coordinator à Auburn avec Brian Arsene. Et ils ont engagé Clark Lea. Clark Lea, c'est quelqu'un que tu connais très très bien, Augustin. Ouais, puisque Clark Lea a été le défensif coordinateur de Notre-Dame pendant, il me semble, 3 saisons, de 2018 à 2020. Et auparavant, il était coach des linebackers. Donc là, je vous fais un petit peu son CV. Depuis 2010, il a été coach des linebackers à UCLA, Bowling Green, Syracuse et Wake Forest. Donc on a affaire là à un spécialiste du poste. Et ce que je dois dire, c'est qu'il a laissé un superbe souvenir à Notre-Dame. Et on lui est vraiment reconnaissant parce qu'il a permis à notre défense de passer de défense moyenne du college football à défense élite, j'ai envie de dire. J'entends par là qu'à chaque fois, il a réussi à laisser les équipes en dessous des points qu'on attendait qu'elles mettent. Hein. Je pense notamment au match contre Alabama ou contre d'autres grosses équipes comme ça, comme Georgia par exemple. Et c'est, d'après moi, un super move de la part des Commodores parce qu'ils engagent un mec qui a vraiment un style à lui. Et je pense qu'il va essayer de reconstruire Vanderbilt avec la défense. Et pour moi, il aura aussi un impact important au niveau du recrutement parce que bon, Vanderbilt est l'équipe, je pense, qui recrute le moins bien de la SEC, mais c'est une équipe qui a des arguments. Déjà
simple fait que c'est une très bonne fac, donc ça peut attirer et ça peut permettre à des joueurs de se montrer auprès des recrues, auprès des scouts NFL quand ils joueront face à des équipes comme Alabama et LSU. Et je pense vraiment que ça peut faire quelque chose. Alors faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils vont qu'ils vont être sur un bilan positif tous les ans, ils vont continuer à gagner tous les Cupcake Games de début de saison. Et maintenant, je les vois bien aller de l'avant. Et c'est pour ça que je mettrais comme note à cette embauche de Clark Lia un bon 14. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Gus. Je pense que c'est un recrutement hyper intelligent. D'un mec qui revient dans son alma mater, et ça, c'est toujours intéressant. Pour moi, ils essaient de trouver leur Pat Fitzgerald, toute proportion gardée avec le head coach de Northwestern. Parce que déjà, pour moi, Vanderbilt est le job le plus compliqué de tout le college football. Parce que vous jouez en sec et que vos standards académiques sont hyper élevés. Enfin, grosso modo, je pense que le GPA des 85 joueurs sous bourse doit être équivalent au GPA de tous les joueurs de la SEC réunis. Donc déjà rien que ça fait que c'est hyper dur. Non, mais il faut le dire, quoi. C'est un job qui est hyper compliqué. Et donc voilà, il faut de la stabilité, il faut quelqu'un qui connaît la fac, et je pense que c'est son cas vu qu'il a été étudiant là-bas. Moi, je suis hyper. Né à Nashville. Il est né à Nashville. Voilà. Il a joué là-bas en tant que fullback de 2002 à 2004. Donc pour le coup, c'est vraiment un mec de la maison, et ça, c'est toujours cool d'avoir des mecs qui connaissent les lieux, qui sont des gars du coin, quoi. Tout à fait, il connaît le contexte tout simplement. Donc pas pareil, hein, je suis comme Gus, hein, je suis très content de ce recrutement-là pour les Commodores. Après, voilà, on sait que c'est très compliqué, il faudra pas le juger sur les premières années, ça c'est sûr. Il a la chance, la SEC East est un peu moins compliquée que la SEC West, mais voilà, comme je disais pour Tennessee, c'est quand même, voilà, c'est dur. Donc moi je vais même monter, je suis hyper emballé, et je vais mettre un 18. Pour moi c'est le meilleur recrutement de l'autre côté par rapport à Tennessee. Pour moi c'est le meilleur recrutement dans Power 5 cette année. Ah très bien, je comptais mettre 18 aussi, voilà, c'est la note de 18, pareil, excellent recrutement pour Vanderbilt, un petit peu inespéré. Ce qui est bien avec Clark Lia, c'est quand même quelqu'un qui est passé par des facs un petit peu de la même proportion que Vanderbilt, hein, comme il a fait Bowling Green qui est un petit peu moins, mais il a fait Wake Forest aussi, Syracuse. Il a pas que des expériences au niveau comme à Notre-Dame, mais c'est quelqu'un qui ressort qui a recréé la défense de Notre-Dame, qui a sorti de très gros joueurs. C'est très bien. Je veux dire, Vanderbilt, ils pouvaient pas espérer mieux à leur niveau en sortant d'un bilan aussi catastrophique, en étant sur un poste en sec où tu sais que tu vas te faire ramasser les 3/4 du temps. C'est compliqué de recruter un bon coach, et là ils l'ont fait, donc voilà, félicitations. Je reviens sur ma note parce que Baptiste, tu m'as convaincu, j'ai mis un 14 du fait que je pensais que c'était peut-être un poste piège pour lui, mais tu m'as fait relativiser et je pars aller sur un bon 16. C'est ce que je demande à voir. Eh bien, très bien, on va passer tout de suite, on continue sur les équipes un petit peu à problème, à Illinois. Illinois qui sort d'une saison de 2 victoires, 6 défaites en Big Ten. Saison tronquée avec le Covid, on le sait. Illinois qui ont viré Lovie Smith qui était l'ancien head coach pendant des saisons des Bears de Chicago, et puis des Tampa Bay Buccaneers, et qui a été viré donc sur un bilan de 17 victoires pour 39 défaites, qui est désormais défensif coordinateur chez les Texans à Houston en NFL. Pareil, pauvre Lovie Smith, parce qu'il se retrouve pas forcément dans la meilleure des situations actuellement. Il a été remplacé par un nouvel head coach qui lui arrive de NFL, c'est Brett Bielema, qui était coach outside linebacker du côté des Giants en 2020. En 2019, il était coach D-line chez les Patriots et consultant de Bill Belichick en 2018. Et à l'époque, il a notamment été coach pendant 6 saisons du côté de Wisconsin, puis 4 années du côté d'Arkansas. Donc quelqu'un quand même qui arrive avec une grosse expérience, un gros package. Est-ce que vous pensez que ça peut suffire pour commencer la remontée du programme d'Illinois? Illinois, il y avait je sais pas comment dire, c'est un programme qui est assez particulier. Il y avait quelques bonnes ondes à un moment, puis finalement, ça s'est cassé la figure assez rapidement.
Déjà, J'ai du moi, faut mal, je dire que sais pas. c'est une bonne fac aussi, Illinois, hein. C'est une université, université à Urbana-Champaign. Donc déjà, bon, tu as un petit problème de recrutement du fait du niveau académique. Mais c'est vrai que là, ils étaient complètement en perte de vitesse. Et je pense que tu viens mettre avec Brett Bielema peut-être, je sais pas, un peu de sang neuf avec un mec qui a une expérience NFL. Et pour moi, c'est quelque chose qui sera pas du tout en fait préjudiciable, même si j'aimais beaucoup Lovie Smith. Donc je mettrais une note, moi une note de 13. Je suis sympa aujourd'hui. Le Moi, je pense en fait, Lovie Smith, il avait été recruté à l'époque pour dire, regardez, on a un head coach, et, il a été coach en NFL, etc., etc. En fait, ça se tenait en termes de recrutement. Grosso modo, je pense que le discours qu'il disait aux recrues, c'était, bah, j'ai coaché en coach en NFL, je sais ce qu'on attend d'un joueur NFL, donc venez à Illinois et je vous montrerai ce que c'est. Bon, en fait, ça a jamais pris. Je crois que la meilleure saison qu'il a fait, c'était la saison 2019, et je crois qu'il est même pas positif. Enfin, il joue un bowl, mais à la sortie, ils sont à 6-7, je crois. Donc voilà, je pense que Illinois a pris un coach qui a énormément d'expérience en college football. Mine de rien, il a fait quand même pas mal de saisons à Wisconsin, 7 et 5 à Arkansas. À Donc Wisconsin, 3 Big Ten Championship, hein. Ah ouais, bah tout à voilà, fait. ah bah voilà, je t'ai coupé, mais t'allais C'est dire. ça, il a joué, c'est exactement ce que j'allais dire. Il a joué 3 Rose Bowl de suite. Donc franchement, c'est quand même une sacrée performance. Alors, Ohio State était pas à ce niveau-là à l'époque, mais 3 Rose Bowl de suite, ça veut dire quand même quelque chose. Arkansas, ça a été plus compliqué, mais voilà, c'est Arkansas, hein, pareil, c'est un job qui est très dur. Mine de rien, il a eu quand même une importance capitale pour le college football. On verra peut-être dans un autre épisode hors série, on en rediscutera à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est un mec qui a déjà gagné en college football, qui sait comment ça se passe. Donc pour moi, c'est un recrutement solide. Ça va pas transformer Illinois en bête, en machine de guerre, hein, qu'on soit très clair, mais c'est un vrai bon recrutement. C'est un bon recrutement. Je vais mettre 13. C'est quelqu'un qui connaît bien la Big Ten, hein. Il a commencé, il était joueur à Iowa, puis il a entraîné à Iowa notamment, comme on l'a dit, Wisconsin. Il a un gros package, une grosse expérience. Ce qui me fait un petit peu peur avec ce genre de coach, c'est que est-ce que pas est-ce que c'est aller vers la modernité, voilà, c'est s'orienter vers les nouvelles recrues, le nouveau type de joueurs qu'on a, le nouveau type de réflexion que les joueurs ont en 2021, qui est complètement différent d'il y a une dizaine d'années maintenant. L'époque où ça se passait bien du côté de Wisconsin. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive avec un gros package. Est-ce que Illinois, encore une fois, on en revient à la même chose, est-ce que Illinois pouvait espérer mieux? Peut-être pas. Donc, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je reste sur, ouais, pareil, une note, tu m'inspires bien, Baptiste, une note de 13 sur 20 pour Illinois. J'ai hâte de voir comment ça va se transformer en Big Ten, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Sachant que la Big Ten est toujours en plein boom, hein. Cette année, ça a été un petit peu plus au ralenti à cause du Covid, hein, mais autrement, ça reste vraiment, vraiment dur pour s'imposer dans cette conférence. Et on passe tout de suite, eh bien, on retourne surtout à la SEC du côté des Gamecocks de South Carolina. Et je crois qu'Augustin, tu avais envie de discuter sur South Carolina. Tu avais envie d'en parler. Bah ouais, déjà les Gamecocks, ils ont viré Will Muschamp, qui était sur un bilan de 28 victoires et 30 défaites avec son équipe de South Carolina, plus une seule victoire à l'Outback Bowl de 2017. Pour l'anecdote, son buyout a coûté 13 millions de dollars et à Florida, il avait déjà touché 6 millions de dollars. Donc, je vais pas dire que c'est un voleur, hein, ça faisait partie des termes de son contrat, mais ça paye de se faire virer. Muschamp, voilà, pour l'anecdote, maintenant c'est l'analyste à Georgia à côté de Kirby Smart. Alors, les Gamecocks, ils ont décidé d'embaucher un nouveau coach puisqu'il s'agit de Shane Beamer, qui était l'assistant head coach à Oklahoma de Lincoln Riley. Ce choix, je laisserai Baptiste le critiquer après. Je pars sur quelques faits de mon côté. Donc, il a été coach et cornerback des linebackers. Et il a été le coordinateur du recrutement entre 2007 et 2011 à South Carolina. Il a laissé un très bon souvenir, c'est peut-être ce qui explique son embauche. Mais il n'a jamais été head coach ou offensive coordinateur ou defensive coordinateur. Et ça, Baptiste, je sais que ça passe un peu mal.
Hormis le fait qu'il vient des Sooners, c'est que tu peux pas les blairer. En fait, non, c'est pas ça, c'est que en fait, quand Shane Beamer a été annoncé comme head coach, et là ils se disent associate head coach à Oklahoma, je dis ah mais oui c'est vrai. En fait, sa carrière dans l'Oklahoma, je la trouve hyper anonyme en fait finalement. Donc après voilà, il a des vraies qualités de recruteur. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Hein, c'est qu'il a fait de l'excellent boulot quand il est passé en tant que responsable du recrutement. Ça je remets pas en cause ce côté-là. Mais voilà, il n'a pas d'expérience de head coaching. Il a même pas d'expérience de coordinateur offensif ou défensif. Je suis assez dubitatif. Alors je l'aurais été moins si c'était entouré de coordinateurs avec de l'expérience ou au contraire avec peu d'expérience mais avec ce côté un peu jeune ou dans longue. Et là c'est pas le cas, tant au niveau de coordinateur offensif que du coordinateur défensif. Bah, ça me fait pas rêver et voilà, je trouve ce choix de recruter Shane Beamer en soi pas si bête que ça, mais ses choix à lui de coordinateur offensif me questionnent un peu plus. Donc c'est pour ça que je vais mettre la note de 11 sur 20 parce que je trouve qu'il y a trop de questions à la sortie et que ça me fait y a rien qui me laisse à penser que ça sera mieux qu'avec Muschamp à la sortie. Voilà, donc 11. Moi, je pars sur un 9 parce que j'aime pas trop cette vision de se dire on préfère un bon recruteur à un bon coach. C'est pareil, c'est encore une note compliquée à donner. Shane Beamer, ouais, c'est ça, c'est de l'anonymat en fait. Toute sa carrière, c'est de l'anonymat parce que je vous fais le résumé. Avant Oklahoma, il était à Georgia en tant que tight end et special team coach. Il a fait Virginia Tech en tant qu'assistant head coach running back. Il est passé par South Carolina entre 2007 et 2010. Les souvenirs qu'il en a laissés, c'est qu'il était quand même très très apprécié des joueurs, très proche des joueurs. Et ça, je pense que ça a séduit parmi le comité de South Carolina. En revanche, je sais pas, ils misent tout sur le recrutement parce que je sais qu'ils ont pris aussi notre directeur du recrutement de Maryland là, cette année, je sais plus son nom, là, excusez-moi, ça m'est sorti de la tête, mais ils l'ont pris aussi à South Carolina, donc je pense qu'ils misent vraiment sur le recrutement, attirer des bonnes recrues pour commencer à créer un programme. Après, est-ce que Shane Beamer saura coacher? Il a été aux côtés de Lincoln Riley, donc à mon avis, il a vu des choses, il a appris des choses. Pourquoi pas 11 sur 20, voilà, 11 sur 20. On passe très très rapidement sur Utah State avant de démarrer le dernier gros morceau, parce que le dernier gros morceau il va tous vous intéresser. Utah State qui ont embauché Blake Anderson, l'ex-coach d'Arkansas State. Arkansas State d'ailleurs au passage qui ont embauché Butch Jones qui était analyste du côté d'Alabama, en Alabama pourvoyeur de coach dans tout le pays. Blake Anderson du coup qui arrive du côté de Utah State qui se sont séparés de Gary Anderson, enfin qui est parti de lui-même plutôt, voilà, qui était retourné à Utah State. Finalement, ça a été un petit peu une fausse bonne idée et on verra comment se développe le programme de l'Utah sous Blake Anderson qui a fait du bon boulot du côté d'Arkansas State. Toujours intéressant à suivre ce genre de programme du Group of Five. Et nous allons passer au sujet Discord. Texas, enfin Discord non, mais sujet plutôt intéressant où il y a des choses à dire. Texas qui ont embauché un nouveau head coach et c'est bien entendu Steve Sarkisian, l'ex-offensive coordinateur d'Alabama, hein, seulement cette saison 2019-2020, qui était offensive coordinateur chez les Falcons juste avant la période où les Falcons post Super Bowl finale plutôt, enfin post finaliste Super Bowl, j'arrive plus à parler, qui a été un petit peu difficile. Et puis lui aussi, Sarkisian, voilà, qui était passé par Alabama en tant qu'offensive coordinateur, offensive assistant, qui à l'époque a été head coach à Washington et USC. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui a aussi quelques défauts. Et Texas, ça fait un petit moment qu'on attend une révolution du côté de Texas. Il se passe pas grand-chose. Ils ont fini par virer Tom Herman, hein, qui était en bilan de 32-18 avec les Longhorns, dont 5-0 en bowl. Donc Tom Herman quand même très clutch, et qui est passé offensive à analyste et special projects. Voilà, analyste special projects, donc en petit emploi fictif du côté des Bears de Chicago. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce move? Le move Sarkisian est bon du côté de Texas?
Bon, alors déjà, on va un peu parler de. Je vais commencer par Tom Herman et sa carrière à la tête des Longhorns. Alors, pour ceux qui suivent de quoi Baptiste est un fan de Tom Herman, on tenait à vous le dire. je suis un très grand fan. Et pourtant, il déteste les Sooners presque autant que moi, hein. Mais voilà, je étais vraiment pas fan du bonhomme, hein. Voilà, je pense que je l'ai dit une certain nombre de fois que je pensais que c'était quelqu'un qui était qui avait une haute opinion de lui-même et que ça lui a desservi. Et d'ailleurs, je pense que ça lui a coûté sa place de être coach à la tête des Longhorns. Ce mec-là, quand il a été choisi comme head coach de Texas, c'était tout le monde s'accordait à dire que c'était le recrutement parfait, hein. Il avait commencé sa carrière d'ailleurs, je crois, là-bas en tant que graduate assistant. Et quand il avait été recruté, bah en fait, ça se jouait entre LSU, lui faisait la cour aussi. Donc voilà, c'était le prospect le plus hot, hein, du coaching carousel, c'était Tom Herman. 4 années plus tard, on peut faire un bilan très, très rapide, hein, de sa carrière en tant que head coach des Longhorns. Des matchs gagnables qui perd et des matchs et un bilan quasiment par fair ball. Voilà, c'était pour faire un résumé rapide. Voilà, ce qu'on reproche à Tom Herman finalement, c'est d'avoir perdu des matchs contre TCU, d'avoir perdu des matchs contre Kansas State, des matchs contre Iowa State, des équipes qui étaient largement moins fortes sur le papier que ces Longhorns et qui perdaient à la sortie. Donc voilà. Et puis vous rajoutez à ça une image publique déplorable, et je pense que ça faisait beaucoup notamment pour l'athletic director Chris Del Conte, qui lui avait d'ailleurs à la fin de la saison dit bah non on le garde en tant que head coach et on fera le point à la fin de la saison. Et il avait dit ça à la fin de la saison régulière, donc tout le monde s'était attendu à dire bah il va rester. En fait finalement non. Donc voilà, donc moi c'est pas en soi, c'est pas étonnant que Tom Herman s'est fait virer, hein, d'Austin, hein, parce que je pense qu'il était pas assez consensuel pour un poste pour ce poste-là, et trop dans les histoires, trop dans les voilà, c'est quelqu'un qui faisait pas assez l'unanimité, je pense. Le choix de Steve Sarkisian, si je peux enchaîner directement derrière avant de laisser la parole à Gus. Alors ce choix-là, moi je l'aime bien. Je l'aime bien pourquoi? Parce que je pense que ce mec-là, il a été trop rapidement jugé à USC au moment où il avait des problèmes. Il combattait ses propres démons personnels avec l'alcool. Je trouve que c'est très bien qu'il soit autant. C'est quelqu'un voilà, qui en parle de son alcoolisme passé. Voilà, c'est quelqu'un, je pense qui est en rédemption sur son histoire personnelle. Je trouve ça très bien. Et puis il a fait l'excellent boulot à Alabama, hein. Enfin honnêtement, cette attaque d'Alabama, alors je pense qu'il y a la patte Saban, mais il laisse aussi, je pense, ses coordinateurs offensifs et défensifs coacher comme ils l'entendent. Et voilà, Alabama a été extraordinaire cette saison. Mac Jones, je pense que s'il a été si bon, c'est aussi grâce à Steve Sarkisian. Najee Harris, s'il a été si bon, c'est aussi grâce à Steve Sarkisian. Donc voilà, donc je pense que c'est un très bon choix. Je pense que Bijan Robinson, le running back des Longhorns, c'est très content de le voir arriver parce qu'il va être surutilisé. Je pense que ça va être très sympa à voir. Et puis à titre personnel, je trouve ça très bien. Je me souviens quand il avait été viré du USC en 2015, tous les journalistes étaient limite en train de faire les poubelles de l'État de Washington pour récupérer des notes de frais, des bars dans lesquels il était passé. Enfin, c'était assez pathétique de la part des journalistes. Et donc voilà, je trouve ça très bien qu'il trouve un poste un des plus grands postes, hein, du college football. Est-ce qu'il sera enfin, je sais pas, à la hauteur de ce qu'on attend de lui? Ça, c'est une autre question, parce qu'on sait que c'est un poste qui est très compliqué, mais déjà, il aura peut-être un peu moins de pression que Tom Herman, et c'est déjà pas mal. Pour moi, c'est quand même un bon recrutement, hein. Je pense qu'il il a fait un peu son mea culpa, hein, sur ses années Washington et USC, et pour moi, c'est un bon recrutement. Voilà, pour faire simple. Tu mettrais quelle note, Baptiste? Je vais mettre 14. Je vais mettre 14. Ok, bah moi pour ma part, je vais mettre un 12. Je suis pas aussi haut que certaines personnes sur Sarkisian malgré sa saison exceptionnelle avec Bama. En fait, quand je regarde son passé avec Washington, USC ou les Falcons, j'ai peur de me dire que son année, sa pige avec Alabama, soit un feu de paille. Et j'ai vraiment très très peur de lendemain qui déchante du côté d'Austin. Et c'est pour ça que je pars sur un 12. Hmm. Ce que j'aime bien, déjà,
Ce que j'aime bien avec Sarkisian quand même, c'est que on voit la différence de classe de recrutement, par exemple, entre Texas 2021 et Texas 2022. Alors pour vous faire une petite synthèse, Texas 2021, ils sont quand même deuxième en Big 12, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Tout de même, sachant que Texas reste un programme quand même énorme du college football, mais ils sont 16e, ils ont seulement 5-4 étoiles et puis c'est tout, alors que on voit direct les recrues 2022, ils sont 4e du pays pour l'instant, avec un quarterback 5 étoiles qui a décidé d'aller chez eux, Malik Murphy. Bon après voilà, c'est des verbal commits, on sait comment ça se passe, mais voilà, il y a pas mal de joueurs 4 étoiles, il y en a 5 cette fois-ci, donc plus que même à l'époque, plus que cette saison, avec les recrues qui venaient sous Tom Herman. Je trouve que il y a quelque chose d'attirant et de sexy dans ce recrutement. On a vu qu'avec un Mac Jones, alors ok, il était entouré de partout, mais avec un Mac Jones, il a quand même réussi à faire de la folie en attaque pour Bama, dans un calendrier exclusivement sec, et puis ensuite aller s'imposer assez tranquillement, notamment face à Ohio State en finale nationale. Euh, Encore une fois, il a un passé, mais il a un passé aussi qui lui permet d'apprendre de ses erreurs. Et je pense que ça, c'est important chez certains head coach. Voilà, il a eu sa petite expérience NFL qui s'est pas forcément très bien passée, mais qui lui a permis aussi d'aller voir un peu ce qui se passait dans la ligue. J'aimerais bien voir ce que ça va donner, Texas, mais Texas qui sera modelé à sa façon, c'est-à-dire avec ses recrues, et avec le coaching staff qui est autour de lui aussi, parce qu'il faut pas oublier que c'est quelqu'un d'offensif. Comment ça va se passer la défense du côté de Texas, c'est ce que j'attends un peu plus de voir. En tout cas, la chose dont on est sûr, Baptiste en a parlé, c'est que Bijan Robinson, là, c'est un putain de candidat au Heisman Trophy l'an prochain. Ouais, totalement. Putain, tu me spoil sur mes pronostics de la saison prochaine. Ah non, mais je pense qu'on va, mais ça va être incroyable. Juste pour ça, je vais regarder Texas. Mais il reste quand même tout de même très bien entouré, hein. Il a ramené Pete Kwiatkowski en défensif coordinateur, qui était le défensif coordinateur de Washington. Washington, on sait que ces dernières années, ils ont sorti des gros prospects en défense, que là, ils vont Même encore en cette année. sortir à la draft, ouais, avec Molden, avec Onuwuzuruike, le defensive tackle, j'arrive pas à prononcer, mais qui a fait d'ailleurs un très très bon recrutement du côté de Washington pour avoir fait la preview en plus en défense. Donc, allez, voilà, Texas, en tout cas au niveau du coaching staff et au niveau des futurs recrues, apparemment ce qu'il faut pour aller dans le bon sens. Moi, c'est un recrutement qui me plaît. Encore une fois, on revient à la même chose, hein. J'arrête pas de le dire sur les derniers choix, mais c'est vrai que est-ce que tu peux faire mieux qu'un Sarkisian en tant qu'head coach de Texas à récupérer? Peut-être pas. Donc moi je vais aller assez haut et je vais mettre un 16. Voilà, un 16, quelque chose qui me plaît pour Texas. On fait des bisous à Texas France sur Twitter, qui nous écoute souvent et qui est assez dans l'attente de voir ce que va faire son programme. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va m'intéresser, moi, Texas, personnellement, l'année prochaine et surtout les saisons suivantes, une fois qu'il y aura vraiment ces classes de recrues et Sarkisian pourra mettre son empreinte sur le programme. Voilà. Donc, les gars, est-ce que pour vous, surtout Alors attends, juste Elio pour remettre un petit peu de contexte, hein, pour Texas, il va avoir quand même. Alors Tom Herman recrutait très très bien. C'est-à-dire que la classe de recrutement 2021 est un peu. En fait, je pense que les head coachs des autres facs disaient mais Tom Herman il va sauter, ne va pas à Texas, et ça explique pourquoi la classe de recrutement 2021 est moins bonne. Si tu regardes les 4 ans où Tom Herman a été head coach, il a très très bien recruté. Donc ça, voilà. Autre chose, au Texas en ce moment c'est le bordel. Il y a la grosse polémique avec la chanson The Eyes of Texas, qui a un fond raciste par rapport à l'air qui est choisi. Et je pense que le climat actuel entre les étudiants athlètes et les boosters sont pas très bons. Il y a des lettres pas très sympas qui sont sorties, pour parler poliment, voire carrément puantes, qui sont sorties cette semaine. Donc voilà, il arrive dans un contexte qui est pas du tout apaisé. Donc attention à ça. Parce qu'on sait très bien que si tu perds le vestiaire, c'est compliqué de faire ton boulot correctement. Donc voilà. Après, je pense qu'il a les qualités humaines pour faire. C'est même impossible. Sauf si t'es l'équipe de France de rugby en 99. Exactement. Et c'est pas le même sport, hein, c'est pour vous dire. Et c'est pas le même sport. Et c'est des adultes. Là, c'est quand même des ados, enfin des jeunes adultes. Donc c'est vrai que
Voilà. Donc attention à ça, c'est pour ça que j'ai mis que 14, parce qu'il y a ce contexte Texas qui est complexe. Ah là 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 là, tu sais quoi, j'y ai pensé en plus toute la matinée. Quand c'est Texas, faut parler de cette histoire, de ce qui se passe en ce moment. Et puis là, voilà, une fois que, une fois que c'est en live l'enregistrement, je zappe complètement. Et en tout cas, oui, ça peut complètement jouer, sachant que le safety Caden Stearns de Texas qui part à la draft là avait d'ailleurs clairement dit sur les réseaux le type de pression que les joueurs recevaient de la part de certains fans de Texas. Donc c'est vrai que ça peut un petit peu refroidir certaines recrues et ce qui est tout à fait compréhensible. On va terminer juste sur une dernière note, les amis. Enfin, pas une note, mais plutôt un dernier choix. Pour vous, quelle équipe a fait le meilleur mouvement dans cette intersaison? Juste un nom. Et ben, je vais dire Vanderbilt. Moi, Pourquoi, Augustin je vais dire UCF avec Gus Malzahn, juste pour le côté embauche inespérée. Et UCF aussi pour moi, voilà. Donc, vous avez le résumé du coaching carousel, ce que l'on en pense en tout cas, on verra bien pour les prochaines saisons. De toute manière, on connaît, on a fait des hot takes, ça va ressortir dans 2-3 ans. Malzahn qui aura un bilan négatif à UCF et Josh Heupel qui va tout défoncer avec Tennessee, ça va être incroyable. Vous pourrez rire de nous. En tout cas, merci de nous avoir écoutés comme chaque semaine et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'intersaison. Allez, gros bisous à tous, salut tout le monde. Salut tout le monde.